Dans cette vidéo, nous allons décortiquer des massacres familiaux qui restent non résolus. Commençons avec les meurtres de la famille Dardeen. Le 18 novembre 1987, à Ina, une petite ville de l'Illinois, la police a découvert l'une des scènes de crime les plus brutales de l'histoire américaine, lors des meurtres de la famille Dardeen. À l'intérieur d'une petite caravane, ils ont trouvé une femme enceinte et son jeune fils battu à mort. La violence était si grave que la mère avait été forcée d'accoucher prématurément et que le tueur avait également assassiné le nouveau-né. Le mari fut d'abord soupçonné, mais son corps fut retrouvé le lendemain dans un champ voisin, abattu et mutilé. Malgré une enquête massive et les aveux d'un tueur en série, ce crime horrible reste officiellement non résolu. Aperçu contextuel. Ina, Illinois était une petite ville tranquille du comté de Jefferson avec une population de seulement 460 habitants en 1000. La ville avait l'essentiel, un magasin, une station-service, une caserne de pompiers, une banque et un bureau de poste, mais pas grand-chose d'autre. C'était le genre d'endroit où tout le monde se connaissait, où les gens laissaient leurs portes déverrouillées et faisaient confiance à leurs voisins. Les environs étaient des terres agricoles rurales avec des bois et des champs s'étendant dans toutes les directions. Russell Keith Dardeen, qui utilisait son deuxième prénom Keith, avait 29 ans et travaillait comme opérateur d'usine de traitement d'eau au Round Lake Water Conservancy District, tout près. Il était originaire de Mount Carmel, une ville située à environ 32 km de là, et avait acheté une maison mobile en 1986 après avoir terminé sa formation pour le poste. La caravane était une maison modeste de couleur claire, située sur un terrain loué juste à l'extérieur d'Ina, entre l'Illinois Route 37 et les anciennes voies ferrées de l'Illinois central. L'épouse de Keith, Ruby Elaine Dardeen, également connue sous son deuxième prénom Elaine, avait 30 ans. Elle venait d'Albion, une petite ville plus proche d'Ina. Hélène travaillait dans un magasin de fournitures de bureau à Mount Vernon, le chef-lieu du comté de Jefferson. Ensemble, ils avaient un fils de 3 ans nommé Peter, né le 5 juillet 1984. La famille était très unie et appréciée dans sa communauté. Keith et Hélène étaient tous deux des membres actifs d'une petite église baptiste de la région. Keith chantait le rôle principal dans l'ensemble musical de l'église tandis qu'Hélène jouait du piano. Ceux qui les connaissaient les décrivaient comme gentils, travailleurs et dévoués à leur foi. La mère de Keith, Joanne Dardeen, dira plus tard que son fils était si économe qu'il achetait des canettes de soda à 50 cents et les revendait au travail pour un petit profit, économisant chaque centime pour les futures études universitaires de son fils Peter. En 1987, Elaine est tombée enceinte de leur deuxième enfant. Ils étaient ravis de l'arrivée du bébé prévu pour le 11 janvier 1904. Ils avaient déjà choisi les prénoms. Cassie si c'était une fille, Ian si c'était un garçon. L'arrivée prochaine d'un enfant avait poussé Keith et Elaine à prévoir un déménagement. Ils ont mis leur mobil-home en vente et ont commencé à chercher une maison avec une chambre supplémentaire à Mount Carmel, la ville natale de Keith. Mais il y avait une autre raison pour laquelle ils voulaient déménager. Le comté de Jefferson avait connu une vague de violence inquiétante au cours des 2 années précédant 1987. Il y avait eu 15 homicides dans le comté pendant cette période. C'était un nombre alarmant pour un comté de seulement 38 000 habitants. Un cas particulièrement horrible impliquait un adolescent nommé Thomas Odlo de Mount Vernon, qui avait tué ses propres parents et 3 frères et sœurs en 1900. Les meurtres se sont produits un par un, à mesure que chaque membre de la famille rentrait à la maison ce soir-là. La violence dans la région avait rendu Keith extrêmement protecteur envers sa famille. Selon l'ami de Keith, il était devenu si prudent qu'une nuit, lorsqu'une jeune femme est venue à leur mobile home pour demander si elle pouvait utiliser le téléphone, Keith a refusé de la laisser entrer. En mai 1987, une fillette de 10 ans avait été violée et assassinée dans la région. Et ce crime avait profondément affecté le sentiment de sécurité de Keith. Malgré sa nature prudente et ses instincts protecteurs, Keith et sa famille allaient bientôt devenir des victimes à leur tour. Le 18 novembre 1987 a commencé comme un mercredi normal pour Keith Dardeen. Il devait travailler son quart habituel à l'usine de traitement des eaux, qui commençait à 7 heures du matin. Keith était réputé pour être un travailleur extrêmement fiable. Il était toujours à l'heure, faisait bien son travail et appelait toujours s'il ne pouvait pas venir. Mais ce mercredi-là, Keith ne s'est pas présenté à son service. Plus inhabituel, il n'a pas appelé pour expliquer son absence. Son superviseur a tenté d'appeler la famille Dardeen toute la journée, mais personne n'a répondu au téléphone. Dans l'après-midi, le superviseur était suffisamment inquiet pour appeler les parents de Keith. La mère et le père de Keith étaient divorcés, mais vivaient toujours près l'un de l'autre à Mount Carmel. Aucun d'eux n'avait eu de nouvelles de Keith. C'était inhabituel et inquiétant.
Keith est resté en contact régulier avec sa famille, en particulier sa mère, Joanne. Le fait que personne ne puisse le joindre, lui ou sa famille, a immédiatement alerté. En début de soirée, le père de Keith, Don Dardine, a contacté le bureau du shérif du comté de Jefferson. Il a expliqué la situation et a accepté de se rendre à Ina avec son jeu de clés de la remorque. Les députés se sont arrangés pour le rencontrer là-bas afin de vérifier l'état de la famille. La caravane des Dardine était installée dans un endroit plutôt isolé. Il était situé sur un terrain privé près de la route 37, une autoroute très fréquentée. Si vous regardiez vers l'ouest depuis la caravane, vous pouviez voir l'Interstate 57 à environ 600 mètres. La propriété était bordée de bois et relativement isolée, bien que la circulation passait régulièrement sur les routes avoisinantes. Vers 18h30, Don Dardine est arrivé au mobile home de son fils avec les adjoints du shérif. Le camion de Keith était garé dehors, ce qui laissait penser qu'il était chez lui, mais sa Plymouth rouge de 1981 manquait à l'appel. Les adjoints et Don se sont approchés de la caravane et ont frappé à la porte. Il n'y a pas eu de réponse. Ils ont appelé, toujours rien. À l'aide des clés que Don avait apportées, ils ouvrirent la porte arrière et entrèrent dans le mobile home. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur allait devenir l'une des scènes de crime les plus horribles qu'aucun d'entre eux n'ait jamais vues. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine vidéo. Événement principal, la scène à l'intérieur de la caravane dépassait l'entendement. Dans la chambre blottie dans le lit à eau se trouvaient 3 corps. Hélène Dardine gisait là, avec son fils de 3 ans, Peter, et une petite fille nouveau-née. Tous les 3 avaient été battus à mort. Hélène avait été ligotée avec du ruban adhésif et bâillonnée. Le tueur avait utilisé la propre batte de baseball de Peter comme arme du crime, un cadeau d'anniversaire que Keith avait offert à son fils plus tôt cette année-là. Les coups qu'Hélène avait subis étaient si violents et brutaux qu'il l'avaient forcée à accoucher prématurément. Elle était enceinte de 7 mois à l'époque. Le tueur n'avait montré absolument aucune pitié. Après qu'Hélène ait donné naissance à sa fille, le tueur a également battu le nouveau-né à mort. Le nourrisson, qu'ils auraient appelé Casey, n'avait vécu que quelques instants avant d'être tué. La violence était démesurée. Les corps avaient été soigneusement disposés ensemble dans le lit et recouverts de draps. La zone autour d'eux avait été nettoyée, ce qui suggérait que le tueur n'était pas pressé de partir. Il n'y avait aucun signe d'effraction. La porte arrière n'était pas verrouillée. Les objets de valeur n'ont pas été touchés. Un magnétoscope et une caméra portable se trouvaient dans le salon, intacts. De l'argent et des bijoux ont été trouvés dans une autre pièce, également intacte. Mais Keith n'était pas là. Sa Plymouth rouge avait disparu. Cela a immédiatement fait suspecter les enquêteurs que Keith avait assassiné sa propre famille et s'était enfui. C'était une hypothèse logique étant donné les circonstances. Des alertes ont été émises pour retrouver Keith et son véhicule. Le lendemain 19 novembre, le corps de Keith a été retrouvé dans un champ près de leur domicile, non loin de la caravane. Il avait reçu 3 balles et ses organes génitaux avaient été sectionnés. Sa Plymouth rouge a été retrouvée garée devant le poste de police de Benton, une ville située à environ 11 milles du domicile des Dardine. Du sang à l'intérieur de la voiture indiquait que Keith avait été assassiné dans le véhicule. L'examen médico-légal a révélé quelque chose de crucial concernant le moment. Keith était mort depuis 24 à 36 heures lorsque son corps a été retrouvé. Les corps dans la remorque étaient morts depuis environ 12 heures lorsqu'ils ont été découverts. Cela signifiait que Keith avait été tué dans l'heure qui a suivi sa famille. Mais le calendrier était serré et prêtait à confusion. La scène de crime dépeignait une image d'une brutalité calculée. Les tueurs avaient pris leur temps. Après avoir assassiné Hélène, Peter et le nouveau-né, ils avaient mis les corps au lit ensemble et nettoyé la scène. Cela suggérait qu'ils ne ressentaient aucune urgence à partir, bien qu'il se trouvât dans une caravane visible depuis une autoroute très fréquentée. Les enquêteurs sont restés avec de nombreuses questions. Comment le tueur était-il entré sans aucun signe d'effraction? La famille connaissait-elle son agresseur? Pourquoi Keith a-t-il été tué séparément de sa famille? A-t-il été enlevé de la caravane et assassiné ailleurs? Où était-il rentré chez lui pour trouver sa famille déjà morte et avait-il été pris en embuscade par le tueur? La brutalité des meurtres évoquait une rage ou un sadisme extrême. Hélène et Peter avaient énormément souffert. Le meurtre d'un nouveau-né dépassait l'entendement. La mutilation du corps de Keith suggérait un élément personnel, peut-être une vengeance ou un message à faire passer. Une petite quantité de marijuana a été trouvée dans la caravane, mais rien n'indique que la famille était impliquée dans le trafic de drogue. La mère de Keith dira plus tard qu'elle pensait que la marijuana appartenait au tueur, pas à son fils. Les enquêteurs ont trouvé une pile de papier avec des scores sportifs, ce qui les a amenés à se demander brièvement si Keith avait des dettes de jeu. Mais ils n'ont trouvé aucune preuve pour étayer cette théorie. Ils n'ont trouvé aucune preuve d'infidélité de la part de Keith ou d'Hélène qui aurait pu déclencher un crime passionnel.
Ils n'ont trouvé aucune preuve de rancune envers la famille ou de difficultés financières qui pourraient fournir un mobile. Le couple semblait être exactement ce qu'il paraissait. Une jeune famille travailleuse s'apprête à accueillir son deuxième enfant et à déménager dans une maison plus grande. Au lendemain de la découverte des corps de la famille Dardine, la petite communauté et le monde entier ont été sous le choc. Les habitants déjà effrayés par la série de meurtres dans le comté de Jefferson vivaient désormais dans une terreur absolue. Les ventes d'armes ont augmenté de façon spectaculaire. Des personnes qui n'avaient jamais verrouillé leurs portes auparavant ont maintenant installé des systèmes de sécurité et vérifié leurs serrures 2 fois chaque nuit. Les forces de l'ordre local ont consacré d'importantes ressources à l'enquête. 30 détectives ont travaillé à temps plein sur l'affaire. Plus de 100 personnes ont été interrogées. Chaque angle possible a été exploré. Mais malgré l'énorme effort, aucune piste significative n'a émergé. Le crime était si brutal et insensé qu'il a attiré l'attention nationale. Les médias du pays ont couvert l'histoire. La nature sauvage des meurtres, en particulier le meurtre du nouveau-né, a choqué même les enquêteurs et les journalistes endurcis qui avaient vu d'innombrables crimes horribles. La mère de Keith, Joanne Dardine, était dévastée. Elle avait perdu son fils, sa belle-fille, son petit-fils et une petite-fille qu'elle n'a jamais connue. Mais Joanne refusa de se laisser paralyser par le chagrin. Elle est devenue une avocate infatigable pour résoudre l'affaire. Au moins une fois par semaine, elle appelait le bureau du shérif pour s'assurer qu'il travaillait toujours à retrouver le meurtrier de sa famille. Elle a parlé aux médias, espérant maintenir l'affaire sous les feux des projecteurs. La sœur de Keith, Anita Dardine Knapp, a également été profondément affectée. Elle dira plus tard qu'elle était encore engourdie des décennies après les meurtres, qu'elle savait qu'elle ne serait plus jamais la même personne qu'elle aurait pu être si son frère et sa famille avaient vécu. Les amis de toujours de Keith avaient le cœur brisé. Kevin Harris, qui avait été le témoin de mariage de Keith et Elaine, pouvait à peine parler d'eux sans s'étrangler d'émotion. Des années plus tard, lui et l'autre ami de Keith, Bill Reed, se souvenaient de Keith et Elaine comme de 2 des personnes les plus gentilles que l'on puisse rencontrer. L'absence de mobile évident tourmentait toutes les personnes liées à l'affaire. Pourquoi quelqu'un commettrait-il une violence aussi horrible contre une famille apparemment innocente? Qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à battre à mort une femme enceinte, son bambin et un nouveau-né? Pourquoi mutiler le corps de Keith d'une manière aussi spécifique? Des théories ont émergé, mais aucune ne correspondait à toutes les preuves. Joanne se demandait si quelqu'un avait essayé de forcer Keith à vendre de la drogue et qu'il avait refusé. Elle a également envisagé que quelqu'un ait pu être intéressé par Elaine de manière romantique et qu'elle l'ait rejeté. Mais il n'y avait aucune preuve pour l'un ou l'autre scénario. Le moment de la mort de Keith a soulevé des questions quant à sa présence lors de l'attaque de sa famille ou s'il avait été tué séparément avant même de savoir ce qui leur était arrivé. S'il a été tué en premier, comment le tueur a-t-il pu entrer dans la caravane sans effraction? Si Keith a été tué après sa famille, pourquoi le tueur l'a-t-il emmené et assassiné ailleurs? Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Longtemps, l'affaire Dardine est restée sans suite. Les enquêteurs ont continué d'examiner les preuves, mais aucun suspect n'a été identifié. Les dossiers de l'affaire s'épaississaient d'interrogatoires, de rapports médico-légaux et de théories, mais aucune ne mena à une arrestation. Ces meurtres sont venus s'ajouter à la liste des crimes non élucidés qui hantent les forces de l'ordre et les familles. Puis, en 1999, un événement a semblé offrir de l'espoir. Un vagabond et tueur en série condamné, Ángel Maturino Reséndiz, également connu sous le nom de Rafael Reséndiz Ramirez, s'est rendu aux autorités au Texas. Reséndiz parcourait souvent le pays en sautant dans des trains de marchandises, choisissant ses victimes près des voies ferrées. Il battait fréquemment ses victimes à mort. Étant donné que la caravane de Dardéan se trouvait près des voies ferrées et que les victimes avaient été battues, les enquêteurs de l'Illinois ont cherché à savoir si Reséndiz pouvait être lié à l'affaire. Cependant, ils n'ont jamais pu le relier au meurtre des Dardine. Peu après, un autre nom a émergé qui allait dominer l'affaire pendant des années. Tommy Lynn Sells. Le dernier jour de décembre 1999, Sells s'introduisit dans une maison près de Del Rio, au Texas, et égorgea 2 jeunes filles endormies, Kaylin Harris, 13 ans, et Crystal Surlis, 10 ans. Kaylin est morte, mais Crystal a survécu. Elle a pu aider la police à créer un portrait robot de son agresseur, ce qui a directement mené à l'arrestation de Sells. En attendant son procès, Sells a commencé à avouer de nombreux meurtres qu'il prétendait avoir commis en errant à travers le pays. Il a affirmé avoir tué plus de 70 personnes dans plusieurs États. La police a confirmé qu'il était responsable d'au moins 22 meurtres. Sells voyageait souvent en sautant dans des trains de marchandises et en travaillant dans des carnavals, ce qui lui donnait accès à des victimes dans tout le pays.
L'un des meurtres avoués par Sells était celui de la famille Dardine. Selon ses aveux, il avait voyagé dans le sud de l'Illinois. En novembre 1987, il a affirmé avoir rencontré Keith Dardine dans une station-service près de Mount Vernon. Dans une autre version de son histoire, il a dit avoir rencontré Keith dans une salle de billard locale. Dans les deux versions, Sells a affirmé que Keith l'avait invité à dîner chez lui. Puis, selon Sells, Keith lui a proposé un plan à trois avec lui et Elaine. Dans une autre version de l'histoire, Sells a déclaré qu'il avait simplement vu un panneau à vendre sur la caravane et qu'il y avait vu une opportunité. Le problème avec les aveux de Sells était que son histoire ne cessait de changer. Il n'arrivait pas à se souvenir des détails. Lorsqu'on l'a interrogé sur des informations qui avaient été cachées aux médias, il a semblé moins fiable. Il a affirmé que Keith avait été abattu à un siège précis de la Plymouth, mais les preuves contredisaient cela. Lorsqu'on lui a demandé comment le corps d'Hélène était positionné, il a d'abord répondu de manière incorrecte, puis correctement, ce qui aurait pu être une supposition chanceuse. Les enquêteurs avaient de sérieux doutes quant aux aveux de Sells. La famille et les amis de Keith n'y croyaient certainement pas. Ils ont souligné que Keith était devenu si protecteur envers sa famille après les meurtres locaux qu'il ne laisserait même pas un étranger utiliser leur téléphone. L'idée qu'il invite un vagabond à l'air louche à dîner était absurde pour quiconque le connaissait. L'affirmation concernant une proposition sexuelle était encore plus ridicule pour ceux qui connaissaient Keith. Joanne Dardine a d'abord cru que Sells pouvait être coupable lorsqu'elle a entendu ses aveux. Mais à mesure que de nouveaux détails émergeaient et que les incohérences s'accumulaient, elle a changé d'avis. Elle a fini par croire que Sells mentait au sujet du meurtre de sa famille. Avant que Sells ne soit exécuté en 2014, a dit Joanne, « Je voulais qu'il reste en vie jusqu'à ce que je sache positivement qu'il ne l'avait pas fait. Ce qu'il a dit ne correspond pas à ce que je sais de Keith. » Malgré les doutes, certains responsables de l'application des lois croyaient en la culpabilité de Sells. Le procureur du comté de Jefferson, Douglas Hoffman, a déclaré que Sells restait le suspect numéro 1, même après son exécution. Le shérif Roger Mulk a acquiescé. Un adjoint du shérif du comté, qui a interrogé Sells dans sa cellule au Texas, a affirmé que Sells connaissait des détails du crime qui avaient été tenus confidentiels. Cependant, même ces fonctionnaires ont admis que Sells avait probablement ajouté de faux détails à son récit, comme il avait l'habitude de le faire. Sells n'a jamais été inculpé pour les meurtres des Dardine. Les autorités pénitentiaires du Texas ne l'ont pas autorisé à quitter l'État pour aider la police de l'Illinois dans son enquête. Sans pouvoir faire venir Sells dans l'Illinois, et sans preuve matérielle le reliant au crime, les procureurs ont estimé qu'ils ne pouvaient pas monter un dossier suffisamment solide. Gary Duncan, alors procureur du comté de Jefferson, a refusé de porter plainte pour meurtre en raison d'un manque de preuves suffisantes. Sells avait un long passé de fausses confessions. La police du Texas a fini par croire que, comme un autre tueur en série texan nommé Henry Lee Lucas, Sells avouait des crimes qu'il n'avait pas commis pour tenter d'éviter ou de retarder sa condamnation à mort. Sells a été exécuté en avril 2014. Et avec sa mort s'est envolée toute chance d'obtenir la vérité de sa part s'il avait effectivement été impliqué. L'affaire reste officiellement non résolue. Ces dernières années, le capitaine détective Scott Berg du bureau du shérif du comté de Jefferson a été en charge de l'affaire. Il a récemment travaillé à la numérisation de l'énorme dossier, qui remplit plusieurs classeurs. Chaque classeur porte le nom de Sells comme suspect sur le dos. Mais Burge reconnaît qu'il y a beaucoup d'autres personnes d'intérêt quand on examine les dossiers. Joanne Dardine, aujourd'hui octogénaire, continue de parler de l'affaire à quiconque veut bien l'entendre. Lorsqu'on lui demande si elle a déjà pensé à abandonner, elle répond fermement « Non, je n'abandonnerai jamais. Jamais ». Elle attribue à sa foi en Dieu le mérite de l'avoir aidé à s'en sortir. Malgré des décennies de chagrin et de frustration, Anita, la sœur de Keith, a encore des questions qui nécessitent des réponses. Elle se demande pourquoi des tests ADN n'ont pas été effectués sur certains éléments de la scène. Si le tueur a passé du temps dans la caravane, il a sûrement touché quelque chose ou laissé une trace. Elle pense qu'il pourrait encore exister des preuves capables de résoudre l'affaire. Les amis de Keith veulent toujours comprendre non seulement qui l'a fait, mais pourquoi. Bill Reed a expliqué. « Pour moi, la question n'est pas de savoir qui l'a fait, mais pourquoi. Ils l'ont fait. J'en ai besoin. Pourquoi ? » Sans mobile, sans comprendre ce qui a poussé quelqu'un à commettre un tel mal, l'affaire semble incomplète. Même au-delà de l'absence d'arrestation, les meurtres de Dardine restent l'un des pires massacres non résolus de l'histoire américaine. La brutalité des crimes, l'innocence des victimes et l'absence totale de mobile clair en font une affaire qui continue de hanter toutes les personnes qui y sont liées. Mike Antes, qui a été capitaine détective en charge de l'affaire jusqu'à son départ du département en 1900, a décrit l'enquête ainsi. J'ai toujours eu l'habitude de qualifier ce genre d'affaire de la manière suivante.
Vous êtes au centre d'une horloge et chaque minute sur le cadran de cette horloge est un autre angle, une théorie, un mobile, et vous partez dans cette direction, et vous la suivez jusqu'à ce que vous la meniez à son terme, et c'est soit ça, soit ce n'est pas ça, et vous revenez au centre et cherchez les pistes suivantes, et continuez à retourner les pierres. L'affaire reste ouverte. Burge a insisté sur ce point en disant « Tant que nous n'aurons pas arrêté une ou plusieurs personnes et que nous ne les aurons pas poursuivies ou autres, l'affaire restera ouverte et je veux que la famille le sache aussi. » Les autorités continuent de demander à toute personne ayant des informations sur les meurtres de Keith, Elaine, Peter et du bébé Casey Dardine en 1987 de contacter le bureau du shérif du comté de Jefferson. Joanne Dardine a déclaré que les gens pouvaient aussi la contacter et qu'elle s'assurerait que l'information parvienne aux bonnes personnes. Les meurtres de la famille Dardine nous rappellent que certains crimes sont si terribles, si insensés, qu'ils défient toute explication. Un jeune couple s'apprêtant à accueillir leur deuxième enfant, vivant paisiblement dans une petite caravane en zone rurale de l'Illinois, a été anéanti par une violence si extrême qu'elle choque encore des décennies plus tard. Le fait que personne n'ait été tenu responsable de ces meurtres ne fait qu'ajouter à la tragédie. Quelque part, quelqu'un sait ce qui s'est passé cette nuit de novembre. Tant que cette personne ne se manifestera pas ou ne sera pas découverte, la famille Dardine n'aura jamais justice et Joanne poursuivra sa veille solitaire, appelant les enquêteurs, parlant aux journalistes et refusant de laisser le monde oublier ce qui est arrivé à son fils et à sa magnifique famille. Résumé le 18 novembre 1987. La police a découvert une scène horrible dans une caravane à l'extérieur d'Ina, Illinois. Hélène Dardine, enceinte de 7 mois, et son fils Peter, âgé de 3 ans, avaient été battus à mort à coups de batte de baseball. L'attaque fut si brutale qu'Hélène accoucha prématurément et le tueur assassina également le nouveau-né. Son mari, Keith, fut d'abord soupçonné, mais son corps fut retrouvé le lendemain, criblé de balles et mutilé sexuellement. La petite communauté rurale était déjà sous tension après 15 meurtres au cours des 2 années précédentes. Malgré 30 détectives sur l'affaire et plus de 100 interrogatoires, aucun suspect clair n'a émergé. Des années plus tard, le tueur en série Tommy Lynn Sells a avoué les meurtres, mais son récit n'a cessé de changer et était en contradiction avec les preuves. La famille de Keith a rejeté les aveux, soulignant que Keith était trop protecteur pour inviter des inconnus chez lui. Sells n'a jamais été inculpé et est décédé en 2004. L'affaire reste officiellement non résolue. La mère de Keith, Joanne, aujourd'hui octogénaire, continue de se battre pour obtenir des réponses, appelant les enquêteurs chaque semaine et jurant de ne jamais abandonner. La nature brutale et insensée des crimes, ainsi que l'absence totale de mobile, en font l'un des massacres familiaux non élucidés les plus troublants d'Amérique. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à la prochaine vidéo.